Mes amis, je voulais faire avec vous une capsule qui est en même temps un exercice d'analyse politique sous un changement de point de vue, ce qu'on appelait à une époque dans la peinture classique l'anamorphose, c'est-à-dire on va changer de point de vue vis-à-vis du tableau, on va regarder les choses autrement. Donc vous avez tous vu que nos élections législatives suscitaient beaucoup de commentaires. Je vais vous proposer aujourd'hui un exercice de réflexion à partir de l'hypothèse d'une ingérence étrangère et tout particulièrement d'une ingérence américaine dans notre processus électoral. Alors pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y a au fond deux grandes anomalies qui se produisent aujourd'hui. C'est d'abord le fait que le Rassemblement national arrive en troisième position aux législatives après des élections européennes où il était très largement en tête, après des sondages tout au long de la journée, sortis des urnes, le dimanche 7 juillet qui donnait le Rassemblement national en tête, et puis finalement à 19h30 on découvre qu'il est le troisième larron après le Front populaire et après les forces macronistes, ce qui était à peu près inespéré. Et d'un autre côté, vous voyez bien que du côté du Front populaire, il y a un certain nombre d'anomalies, alors plus à voix basse, si j'ose dire, à signaux bas, qui sont la marginalisation progressive de Jean-Luc Mélenchon et l'émergence d'abord d'une dissidence au sein de la France insoumise elle-même, et ensuite la construction au sein du Front populaire d'une espèce de ligne Maginot entre Jean-Luc Mélenchon et le reste du mouvement. Et je vais essayer de montrer, enfin de poser une hypothèse, je ne prétends pas avoir la vérité, je veux juste stimuler la réflexion. Je vais essayer de poser une hypothèse pour expliquer les deux phénomènes en même temps. Alors, je reparle des hypothèses parce que je vois bien qu'il y a un abêtissement, je parle beaucoup d'avachissement, il y a un avachissement général des esprits que je lis beaucoup sur YouTube, où les gens veulent vrai, faux, voilà, et où la réflexion, la liberté de penser, le doute n'ont plus leur place. J'ai l'impression il y a eu, après la guerre, un effort, au fond, de recherche de libre examen, de libre pensée, d'esprit critique dans la société française, et j'ai l'impression que depuis une vingtaine d'années, il y a une recherche systématique de la connerie, c'est-à-dire, monsieur, ne me demandez pas de penser, dites-moi, révélez-moi la vérité, et puis engagez-vous sur une vérité comme un gourou, et surtout ne me demandez pas de faire preuve d'esprit critique ou de libre examen, d'autonomie de la pensée, comme on disait quand j'étais petit. Et cet appel général à la connerie m'effraie. Je le redis, l'enjeu de la vie n'est pas de trouver des vérités, l'enjeu de la vie est de les chercher. Et la théorie sur laquelle la vérité serait révélée comme ça d'en haut, c'est quand même ramassis de fief et conneries. C'est comme ça qu'on fait dans les sectes. Éventuellement dans l'église catholique, parfois chez certains catholiques, mais chez les gens qui pensent, eh bien, l'essentiel de la vie consiste non pas à trouver des réponses, mais à se poser des questions. Et la capsule que je vous propose aujourd'hui est une capsule qui vise à se poser des questions, parce que se poser des questions, c'est plus malin que de s'accrocher à des réponses. Je le redis. Voilà. Et s'il y en a qui trouvent ça pas bien et qui pensent qu'on est là pour répéter des paroles de secte, des superstitions, des fanatismes, j'ai raison, qu'ils soient de gauche ou de droite. Eh bien, changez de chaîne, ici on pense, on ne répète pas. Voilà, donc dégagez si vous n'êtes pas content, j'ai pas besoin de vous. Alors, donc j'essaye de poser mon exercice de réflexion en haute voix et d'interrogation des apparences pour nous approcher d'une réalité qui est peut-être plus convaincante que ce qu'on nous dit dans le cartel des médias subventionnés. Et ce que je constate quand même, on l'avait dit avec Édouard Husson dans un chaos global d'avant les élections, c'est que Marine Le Pen, elle a quand même fait l'objet, Marine Le Pen et en partie Jordan Bardella, ont fait l'objet d'interrogations répétées et même de communiqués de la part du secrétariat général de l'OTAN, disant « Nous souhaitons que la France reste un allié essentiel dans l'OTAN ». Et était visé dans cette opération le livret défense de 2022 du Rassemblement national qui indiquait que la France sortirait, une France présidée par Marine Le Pen, sortirait du commandement intégré de l'OTAN. Cette position-là, elle a suscité beaucoup de questions. Donc assez rapidement et dès le mois de mars,
Le RN a retiré son livret des forces de son site internet, ce qui fait que la position du retrait sur le commandement intégré est passée inaperçue. Jordan Bardella a donné quelques gages dans des interviews, mais la question est restée, l'interrogation est restée. Et de mon point de vue, on l'avait dit, je le redis avec Édouard Husson, l'inquiétude de l'OTAN vis-à-vis de la montée du Rassemblement national est demeurée. Notamment, alors ce qu'on reproche à Bardella, c'est d'avoir annoncé qu'il ne livrerait plus de missiles à longue portée à l'Ukraine. Et ce qu'on reproche au fond à Marine Le Pen, c'est de faire porter une interrogation sur son engagement plein et entier au sein de l'OTAN et au fond de n'avoir jamais réellement réglé cette question. Et ça, on comprend bien que c'est un sujet qui a pesé et qui, de mon point de vue, a probablement nourri un certain nombre d'ingérences étrangères, c'est-à-dire que pour l'OTAN, il est devenu essentiel d'empêcher le Rassemblement national de prendre le pouvoir en France parce que cette prise de pouvoir ferait porter une trop grande hypothèque sur l'appartenance pleine et entière de la France à l'OTAN. Et ça, c'est un affaiblissement que le monde de l'OTAN ne peut pas tolérer très longtemps. Et donc vous avez compris que dans mon esprit, il y a une ingérence étrangère de l'OTAN dans les élections et que la diabolisation qui s'est produite autour du Rassemblement national, avec peut-être un certain nombre d'interrogations sur le processus de remonter lui-même des votes, de mon point de vue, ces mystères, ce flou, s'expliquent en partie par l'alarme que le Rassemblement national a suscité au sein de l'OTAN. Et pour moi, c'est un point majeur. Je dirais volontiers la même chose autour des énigmes qui entourent Jean-Luc Mélenchon et son entourage au cours du processus électoral, puisque vous avez vu qu'il y a au fond un tout sauf Mélenchon qui a commencé à se développer dès le lendemain et même avant les élections européennes. Et de mon point de vue, ce tout sauf Mélenchon, il est très largement nourri par la question de la Palestine et des positions anti-israélienne, on va dire ça comme ça, anti-Netanyahou, de Jean-Luc Mélenchon et de son entourage. De mon point de vue, il y a ingérence étrangère de l'OTAN dans l'espèce de cordon sanitaire qui se dresse autour de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui au sein de la gauche. C'est-à-dire qu'on voit que des gens comme Clémentine Autain, Clémence Guettet en partie, mais Alexis Corbière, Olivier Faure prennent tous des positions de zinzin en matière économique, comme Mélenchon. Donc on ne peut pas dire qu'au fond, c'est les questions économiques qui dominent aujourd'hui le cordon sanitaire qui se dresse autour de Mélenchon. En revanche, il me semble que le soutien ou non à Israël est un élément déterminant, de même que l'appartenance au commandement intégré de l'OTAN ou pas, sont des éléments qui pèsent dans les rapports internes, parce qu'on voit bien que pour l'OTAN, le fait d'avoir un allié qui ne soit plus un soutien inconditionnel à Israël constitue une menace et un déséquilibre stratégique qui n'est pas tolérable. Et donc, si on regarde de près la situation, on s'aperçoit qu'une grande partie de la scission au sein de la France insoumise, elle se fait aujourd'hui entre ceux qui soutiennent clairement la Palestine et ceux qui ont une position beaucoup plus modérée vis-à-vis des Israéliens et beaucoup moins franche vis-à-vis du mouvement palestinien au sens large. On rappellera par exemple que à la fin de l'été 2023, j'essaye de me souvenir, de la fin de l'été 2022, à la fin du mois de juillet 2022, Adrien Quatennens, qui a été ensuite poursuivi en justice pour avoir battu sa femme, Adrien Quatennens avait soutenu une motion anti-israélienne, pro-palestinienne, une résolution au sein de l'Assemblée nationale, et en gros, 6 semaines plus tard, se déclenchait contre lui une campagne dont on connaît les motifs féministes, anti-violence contre les femmes. Et, disons-le clairement, la violence contre les femmes n'est pas admissible. Donc si un homme bat sa femme, évidemment, il doit être poursuivi. Simplement, on s'apercevra dans le parallélisme des formes que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, des conseillers ont été condamné pour violence conjugale et personne n'en a parlé ou presque. En revanche, Adrien Quatennens, lui, a fait l'objet d'une campagne qui mériterait d'être analysée pied à pied, mais en tout cas où on voit qu'il y a eu une forme d'acharnement judiciaire pour le faire condamner sur des faits
privée quelques semaines après cette résolution qu'il avait portée contre Israël. Et que très largement au sein de la France insoumise, ceux qui contestent le plus Quatennens sont aussi ceux qui sont les plus grands soutiens d'Israël, ou en tout cas les plus proches de la cause israélienne, ou les plus indulgents vis-à-vis des violations du droit international manifestes commises par Israël en Palestine. Et donc, de ce point de vue, il y a, à mon sens, derrière les apparences que nous voyons, derrière les cordons sanitaires qui se mêlent, derrière les effets d'affichage, il y a très clairement l'hypothèse raisonnable, qui, en tout cas, à l'épreuve des faits, est cohérente, l'hypothèse du fait que c'est au fond le soutien à la vision néoconservatrice américaine du monde, conflit en Ukraine, conflit en Israël, en Palestine, soutien conditionnel à l'OTAN. C'est cette ligne de front-là qui, aujourd'hui, est une hypothèse qui permet de comprendre ce qui se passe dans les mouvements centrifuges qu'on voit dans les partis, la mise entre parenthèses du Rassemblement national et les scissions au sein de la France insoumise. Et donc, de mon point de vue, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que je délivre une vérité, je dis que l'hypothèse d'une ingérence néoconservatrice dans la vie politique française donne en tout cas une clé de lecture qui paraît assez cohérente pour comprendre la réalité dans laquelle nous nous dirigeons aujourd'hui.